C'est maintenant un grand plaisir d'accueillir le professeur Patrick Madlena, qui va nous parler de la réhabilitation en chirurgie digestive. Et l'expérience de Patrick Madlena est importante parce qu'il a une longue expérience de chef de service au CHU à la PHP et également une expérience en activité libérale actuelle. Et je pense que c'est intéressant d'entendre sa conférence sous cet aspect-là. Merci Patrick, c'est à toi. Bien, avant tout, c'est un grand plaisir de revoir ici Alain Bénichou, ami de 40 ans, c'est mieux qu'en politique. On sait qu'il y a des barrières qui sont difficiles à franchir, nous les avons franchies. Et Pierre Coria, avec lequel j'ai collaboré pendant 8 ans, dans des conditions qui étaient difficiles, mais qui étaient amicales à la CME de la PHP et la deuxième mandature quand il présidait. Je savais ce qu'allait dire Jean-Luc Faucheron, donc je me suis abstenu de dire un certain nombre de choses dont je savais qu'il allait être dans... Non, au contraire, au contraire. Pourquoi ? Point numéro 1, est-ce que le principe de la réhabilitation post-opératoire précoce en gynécologie est aussi avancé qu'en chirurgie digestive et plus encore à Grenoble? La réponse est non, beaucoup moins. C'est dommage, diapositive suivante s'il vous plaît, c'est dommage parce que chacun ayant ses grands ancêtres, on a le droit de dire que tout ce qui concerne pour les gynécologues le principe de la réhabilitation précoce post-opératoire est fondé sur les travaux de 2 personnes qui ont été des dinosaures de la spécialité. Raoul Palmer, ici, avec lequel nous avons eu le plaisir de travailler, moi la grande chance de le rencontrer très précocement, Maurice-André Bruat, qui est l'initiateur de la celliochirurgie en gynécologie et le diffuseur de cette celliochirurgie dans le monde et dans les autres spécialités. À la même époque, alors on faisait du fast-track sans le savoir, à la même époque, la voie vaginale, qui était tombée en désuétude en France, a été remise en honneur à Paris par René Musset, dont j'ai été l'interne, et à Lyon par Daniel Dargent. Nous avions donc, diapositive suivante, nous avions donc toutes les opportunités, c'est une époque qui était une époque pionnière, on peut le dire au sens strict du terme, à laquelle j'ai été associé comme d'autres. Enfin, nous étions un cercle qui, petit à petit, a validé, en partant du début pour arriver jusqu'à la fin, toutes les indications de la celliochirurgie gynécologique. On a commencé par la grossesse extra-utérine. On a suivi, je m'y étais particulièrement intéressé avec le kyste de l'ovaire, le fibrome utérin, c'était plutôt Jean-Bernard Dubuisson. En France, a été réalisée à Clermont-Ferrand la première hystérectomie célioscopique. Et puis on a franchi les étapes. On s'est intéressé au cancer, ici un curage ilio-obturateur, et même maintenant aujourd'hui, les troubles de la statique pelvienne avec la cure des prolapsus par voie célioscopique ou par voie vaginale. Ceci veut dire, et c'est là une différence profonde que j'ai avec la présentation de Jean-Luc Faucheron, qu'en ce qui nous concerne, ce n'est pas un groupe sélectionné de patientes, parce que notre chirurgie est différente, parce qu'on ne s'attaque pas au tube digestif qui a des risques spécifiques. Nous, notre ambition de réhabilitation post-opératoire, de concerner toutes les patientes, à l'exception de quelques ASA 3 ou 4, je parle comme un anesthésiste. Et encore, suivante. On trouve malheureusement peu de choses en chirurgie gynécologique sur le plan de la réhabilitation précoce. Les véritables travaux sont partis d'un anesthésiste, Dan Benamou, j'imagine que beaucoup de gens le connaissent dans cette salle, et c'est lui qui a travaillé sur un domaine spécifique et important de notre activité, qui est la césarienne. Il a attiré l'attention, dans le contexte de son activité hospitalière, comment ça s'appelle, dans le sud de la France, à Clamart, dans le sud de Paris, puis à Bicêtre. Il a mis en place une structure intéressante avec l'aide d'Hervé Fernandez, diapositive suivante, qui attirait l'attention sur tout ce que l'on devait faire au cours de cette intervention importante, de plus en plus importante qu'est la césarienne, pour essayer de faciliter les suites post-opératoires de la patiente. Il fallait une bonne collaboration entre les anesthésistes et les chirurgiens, et contrairement au lieu commun qui court, ça existe. Et nous nous sommes mis, vous l'avez cité tout à l'heure, on a essayé d'écarter, de récuser les écarteurs conventionnels au prix de ces petits dispositifs qui changent la vie des patientes en post-opératoire sur le plan des douleurs, éviter les champs abdominaux, extraire l'utérus pour suturer l'utérus, renoncer à la péritonisation viscérale et pariétale. C'est difficile de changer les habitudes des chirurgiens, on s'en est rendu compte, même sur ce domaine précis de la césarienne. Suivante, également dans le souci de protection de la paroi, alors là vous voyez on extrait l'enfant avec cet écarteur que je vous ai mis qui est en place et qui évite ces rétracteurs qui font affreusement mal aux patientes
en post-opératoire. Et on a développé le plus largement possible des techniques d'anesthésie locale de la paroi, le TAP bloc, avec des travaux qui sont référencés, que Benamou a colligé et que vous voyez rapportés ici. Les détails de prise en charge anesthésique varient d'un article à l'autre, mais l'idée générale est la même, tout faire pour éviter de traumatiser la paroi. Suivante. Dan Benamou et Hervé Fernandez ont mis au point un protocole assez peu lisible sur cette diapositive, mais vous savez, les idées, c'est les mêmes. Éviter la déshydratation préopératoire, commencer le traitement antalgique en préopératoire et non pas à l'induction, plutôt que ça. Pendant l'intervention, éviter tous les gestes traumatisants, faire une anesthésie pariétale, enlever la sonde urinaire en salle de surveillance post-interventionnelle, reprendre précocement l'alimentation et la boisson. Une particularité, l'agent utérotonique, j'en dirai un mot. Diapositive suivante. L'agent utérotonique n'est plus l'ocytocine qu'on utilisait habituellement, mais le travail de la Cochrane laisse penser qu'il y a un intérêt à utiliser la carbétocine, le Pabal, qui, sur le plan de la prévention des risques d'hémorragie, de diminution des pertes sanguines et de diminution des taux de nausée, a un avantage sur les autres protocoles utérotoniques auparavant utilisés. Suivante. Est apparu, voici quelques années en France, de nouvelles techniques obstétricales de césarienne. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, M. Faucheron. Éviter de traumatiser les muscles, surtout éviter de les inciser. On a vu se développer deux techniques, la technique de Joel Cohen puis celle de Stark, qui sont des techniques apparatées et qui procèdent par dilacération digitale des différents plans, les plans pariétaux et y compris le plan utérin. Bon, il y a une technique qui est très codifiée, qui semble avoir des avantages en termes de durée opératoire, c'est certain, en termes de perte sanguine et en termes de douleur post-opératoire. Ça n'est pas la panacée en ce sens qu'il n'y a pas de différence significative pour les plaies de vessie et la morbidité globale, mais il est certain que depuis l'apparition de ces techniques, les suites opératoires de la césarienne semblent plus simples que celles que nous connaissions auparavant, avec des sorties anticipées. Suivante. Enfin, en dernier lieu, même si ça peut sembler secondaire, ça ne l'est pas du tout, les obstétriciens et les anesthésistes sont plus attentifs à essayer d'établir le plus rapidement possible le contact entre la mère et l'enfant par le biais de champs, comme vous voyez, transparents qui permettent à la patiente, à condition qu'elle soit sous péridurale bien sûr, de participer à la naissance de son enfant et par le biais du skin to skin, c'est-à-dire la peau contre la peau, l'enfant le plus vite possible sur le plan de sa mère, sur le ventre de sa mère, à participer à l'établissement d'un contact dont il ne faut pas douter que sur le plan de la réhabilitation générale post-césarienne, ces détails ont leur grande importance. Suivante. Alors jusqu'ici, tout allait bien, et une fois que le problème de l'obstétrique est traité, il faut aborder le problème de la chirurgie gynécologique. Là, c'est beaucoup moins brillant, et en particulier en France. Nous ne sommes pas ici pour parler de la chirurgie ambulatoire, mais il existe indiscutablement des corrélations entre la réhabilitation post-opératoire précoce et l'hospitalisation ambulatoire. Vous savez que la France est bad pupil, on le voit par rapport aux autres pays. Voici ici la France, toute spécialité confondue par rapport aux autres pays suivants. Et il faut bien le dire, c'est regrettable, mais en France, encore un autre mauvais élève, la gynécologie, qui n'utilise pas les possibilités de la chirurgie ambulatoire comme elle devrait le faire par comparaison en France avec d'autres spécialités et sur la précédente avec d'autres pays. Suivante. Les choses progressent en termes de chirurgie ambulatoire. J'ai bien compris qu'on ne me demandait pas de traiter de chirurgie ambulatoire, mais moi en gynécologie, je ne pouvais pas éviter d'aborder cet aspect des choses. D'autant que je pense que les principes de la réhabilitation précoce post-opératoire dépendront de l'aptitude des chirurgiens gynécologues à accepter le principe de l'ambulatoire, ce qui est encore assez complexe à mettre en place en France. Voici ici les chiffres qui montrent que les choses progressent. Je vous aurais montré les chiffres de 2009. On aurait vu une indiscutable progression. Mais il faut bien dire que ce qui est pris en charge en chirurgie, en gynécologie, en ambulatoire, ce sont essentiellement des petits gestes, aspiration, curetage, fausse couche, IVG et tout ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation.
Pour les gestes plus complexes, les chiffres sont moins brillants. Et même pour la scénologie, la chirurgie du sein, y compris certains aspects de la cancéro, qui pourraient être considérés une chirurgie périphérique sur des femmes souvent en bon état, qui pourrait être considérée comme une bonne indication de l'ambulatoire, eh bien les chiffres sont assez modestes. Suivante. Une simulation montre ici que si l'on prend dans un service toutes les patientes qui sortent après une cœlioscopie ou après un geste d'une autre nature à J1 et J2, et si on faisait l'effort, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, si on faisait l'effort de mettre toutes les conditions requises pour que ces gestes pratiqués en ambulatoire augmentent, eh bien on pourrait, dans certaines indications, et en particulier des cœlioscopies diagnostiques, on peut être étonné que pour les cœlioscopies diagnostiques, geste très simple, la pratique ambulatoire soit aussi peu fréquente. Si l'on faisait donc l'effort nécessaire, on arriverait à un taux d'ambulatoire beaucoup plus important. Et si le taux d'ambulatoire est beaucoup plus important, c'est par définition qu'on a respecté les principes de la réhabilitation précoce, le désondage, l'alimentation précoce et ainsi de suite. Les deux phénomènes sont liés dans notre spécialité. Suivante. Nous progressons sur le plan de la réhabilitation précoce post-opératoire en gynécologie, en chirurgie gynécologique. On progresse par le biais de la technologie d'amélioration technique indiscutable qui font que cette chirurgie cœlioscopique déjà à faible contrainte l'est encore de moins en moins. Apparition de nouvelles pinces à haute énergie, thermofusion, ultracision, qui permettent des dissections plus simples, plus exsangues, moins douloureuses. Je ne reviens pas sur les écarteurs de parois qu'on utilise également en cœlioscopie dans leur plus petite version pour extraire les pièces opératoires. Le monotrocar, qui fait une percée, il y aurait à dire, mais ce n'est pas le sujet. Le monotrocar qui permet par le biais d'un seul abord cœlioscopique d'introduire tous les instruments, réduire la contrainte pariétale. Et en chirurgie gynécologique, la microcélioscopie se développe rapidement des cœlioscopes qui ne font plus 10 mm pour l'optique et 5 mm pour les ancillaires, mais 3 mm et 2 mm, ce qui, là encore, aboutit à des cicatrices microscopiques. On se rend compte que pour ceux qui veulent faire l'effort, on peut, par le biais de toutes ces méthodes qui diminuent le traumatisme pariétal, simplifier terriblement les suites opératoires. Suivante. Je prends le parti d'être iconoclaste, mais il faut dire ce que l'on pense. Tout n'est pas parfait et il reste des points d'ombre qui sont des points d'ombre persistants. Je n'ai aucune envie de faire de l'anticonfraternité primaire, mais on a le droit de dire, je vous donnerai un exemple, qu'en termes de cœliochirurgie, on n'est pas au niveau où on devrait être parce que les chirurgiens ne veulent pas toujours assumer la formation continue qui permettrait de faire progresser leur technique. Lorsqu'on s'est installé en ville, ayant fait l'un et l'autre, je n'ai pas de critique à faire à un système ni à l'autre, aucune, mais je regrette de voir que certains continuent à travailler comme ils travaillaient au moment où ils sont sortis de l'université et que les efforts d'actualisation ne sont pas toujours au rendez-vous. J'ai dit du bien de la technologie, oui, mais on a vu en gynécologie certains matériels qui étaient censés favoriser la chirurgie mini-invasive nous être proposés trop rapidement et sans une bonne évaluation de la société qui commercialisait, avec des échecs retentissants. Mais là encore, l'industrie pharmaceutique n'avait pas respecté son cahier des charges. Je prends, la phrase va peut-être vous surprendre, stérilisation tubaire, un retour en arrière parce que les patientes ne veulent pas payer. Là, vous voyez une méthode de stérilisation tubaire qui se fait par voie transcervicale. On passe par le col de l'utérus, on met en place 2 petits dispositifs dans les trompes pour faire une stérilisation tubaire. Ça permettait de supprimer la manière habituelle de pratiquer l'acte, qui est une cœlioscopie avec la section des trompes par voie cœlioscopique. Ça marchait très bien, ça a été largement diffusé, et puis nos instances, un jour, ont décidé, ils sont revenus en arrière, que ça n'était plus remboursé. Qu'est-ce que l'on a vu du jour au lendemain ? Tout le monde a laissé tomber cette technique qui avait tous les avantages, et pour des raisons, alors là, uniquement financières, parce qu'on demandait aux patientes, elles avaient le droit de refuser, mais c'était bien la seule raison, on leur demandait de payer, donc retour à la cœlioscopie. En termes de réhabilitation précoce, entre une intervention qui se fait, là aux États-Unis, on le fait au cabinet du médecin, et celle-là, ce n'était pas vraiment un progrès. Suivante.
L'hystérectomie, moi c'est ça ce qui m'étonne le plus. L'hystérectomie qui est un geste qui devrait toujours, ou presque toujours, être pratiqué par voie cœlioscopique ou par voie vaginale, continue en France à 40% des cas, c'est beaucoup trop, on fait 70 000 hystérectomies en France. 40% de ces hystérectomies sont toujours pratiquées par voie laparotomique parce que les chirurgiens ne veulent pas faire d'efforts pour se former à ces voies nouvelles qui, sur le contexte, dans le cadre général de la réhabilitation précoce, jouent un rôle important. Suivante. Les choses vont progresser. Les choses vont progresser parce que on retrouve le nom de Benamou, un de mes anciens assistants, Vincent Villefranc, chef de service à Pontoise, qui s'intéresse beaucoup à ce sujet. Ils sont en train de mettre en place des protocoles qui concernent l'hystérectomie. Pour l'hystérectomie vaginale, pour l'hystérectomie abdominale et pour l'hystérectomie cœlioscopique. Je n'ai pas voulu vous détailler les protocoles qui sont proposés. D'ailleurs, ils sont encore en cours d'élaboration. Ils ne sont pas officiels. Mais ils reprennent, adaptés à la gynécologie, tout ce que Faucheron vous disait pour la chirurgie digestive. Évidemment, avec une situation tout de même beaucoup plus simple pour nous. Le rétablissement de la continuité digestive, ce n'est pas notre problème et ça simplifie tout de même beaucoup les choses. C'est pour ça que je dis que pour nous, c'est applicable à toutes les patientes ou presque et pas à certaines sélectionnées. Suivante. Les conclusions. Pour que l'on espère voir progresser les choses en France sur le plan de l'hospitalisation de courte durée et sur le plan de la réhabilitation précoce, il faut faire progresser les mentalités. Les chefs de service de chirurgie de l'assistance publique que j'ai été, et ceux que tu as sous ta direction, doivent renoncer à un fantasme qui est celui de la taille, de l'importance du service corrélée au nombre de lits. C'est une notion qui est totalement obsolète. Et le jour où on aura compris qu'il faut fermer des lits classiques, des lits d'hospitalisation traditionnels, pour augmenter la capacité d'accueil en ambulatoire, c'est vrai, et je suis d'accord avec toi, on n'est pas là pour faire uniquement plaisir à l'administration, au directeur de l'hôpital et aux finances, encore qu'il faut en tenir compte. Mais ce jour-là également, sur le plan des avantages médicaux qui ont été décrits par Faucheron et auxquels je m'associe totalement, ce jour-là, il y aura un vrai progrès quand on aura renoncé à cette idée sacro-sainte de lit. Dernière diapo. Est-ce que l'idée, aujourd'hui totalement inapplicable en France, ne serait pas, je vous donne un exemple américain et vous comprendrez pourquoi j'ai voulu terminer par ça. Voilà ici l'état de la chirurgie ambulatoire aux États-Unis. Que voit-on? Donc il s'agit d'actes ambulatoires concernant ces trois items. Ici, les activités ambulatoires dans les services d'hospitalisation classiques. Ici, une spécificité américaine qui n'a peu de chances de voir le jour en France à brève échéance, la chirurgie ambulatoire au cabinet du médecin. Je ne la soutiens pas en l'état actuel des choses. Ici, ça par contre c'est intéressant, l'activité ambulatoire pratiquée dans des centres dédiés, indépendants ou accolés à l'hôpital traditionnel. Et vous voyez que là, aux États-Unis, on est maintenant, les courbes maintenant même se sont déjà croisées, et que l'activité ambulatoire est plus pratiquée dans ces centres dédiés que dans des hôpitaux classiques, où elle est plus facilement aménageable. Voilà pour moi la vision que j'ai aujourd'hui de la chirurgie à moindre contrainte dans sa spécificité gynécologique et de la manière dont on pourrait en France faire mieux. Il est très clair qu'il faut changer les mentalités des chirurgiens gynécologues, changer les mentalités des anesthésistes. J'ai posé la question à une anesthésiste avec laquelle je travaille quotidiennement du Coca-Cola, de l'Oasis ou autre, 2-3 heures avant. Quand on dit ça aux anesthésistes qui n'ont pas vraiment étudié le problème, la réponse est négative. La réponse est claire, elle m'a dit oui, et alors si jamais il y a une reprise chirurgicale, comment fait-on? Il y a encore du chemin à faire, mais je ne doute pas qu'en chirurgie gynécologique, on pourra faire beaucoup mieux à brève échéance. Les techniques, c'est une chose, mais l'hystérectomie vaginale, on continue à la faire de la même façon, hormis quelquefois la thermofusion qui a évolué un peu, mais c'est surtout le chirurgien qui propose à sa patiente que la sortie à J2, c'est une sortie normale, classique, et la patiente, quand elle sort à J2, elle considère que c'est une sortie normale. Quand vous lui dites qu'on reste 8 jours et qu'on la pousse dehors à J2, ça bloque un petit peu. Moi, je n'ai pas changé mes techniques chirurgicales sur l'hystérectomie vaginale. J'ai commencé, je suis encore, on va considérer jeune, je l'espère, mais j'ai commencé à garder mes patientes 5-6 jours au début de mon activité chirurgicale. Aujourd'hui, à J1, J2, elles sortent
Donc on a vraiment, c'est beaucoup dans l'information que nous donnons à nos patientes en consultation préopératoire que les choses évoluent. Je rejoins également les mêmes propos pour la chirurgie du sein. On a une grosse activité sénologique chez nous. On mettait des drains partout. On disait à nos patientes, on vous garde 2-3 jours, pansements compressifs et autres. Aujourd'hui, ça sort en ambulatoire et on n'a pas plus de reprises, pas plus de complications. Donc, parce que vous avez envie de le faire et sans doute parce que vous êtes soutenu par votre administration pour avoir cette démarche. Oui. Moi, en restant dans l'anonymat, je travaille dans une clinique qui a une activité sénologique importante, 600 interventions par an. Je suis allé voir le directeur de l'établissement. Moi, je fais très peu de sénologie. Hein. C'est pas mon cœur de métier. À partir du moment où on est dans un centre qui est un centre reconnu, documenté et bien placé dans le point, je suis allé voir le nombre de chirurgies ambulatoires qui étaient faites annuellement dans le domaine de la pathologie bénigne et dans le domaine de la petite cancérologie mammaire, tumorectomie ganglion sentinelle, les chiffres étaient asymptotiques 0. Par célioscopie déjà à l'époque, des chirurgies par voie basse, on gardait quand même les gens 5 jours, 6 jours. Aujourd'hui, il reste 2 jours. Et je ne suis pas tout seul, je veux dire, voilà. Alors, moi, je n'ai pas de statistique nationale, mais j'ai l'impression quand même que les durées, sous la... Je n'ai pas été pessimiste sur la durée de séjour. J'ai été étonné de voir qu'on gardait encore une certaine tradition de la laparotomie pour des utérus fixant les idées de moins de 200 grammes. Je trouve ça étonnant. Sur la durée de séjour, la laparotomie a aussi bénéficié de ce que vous dites pour la voie célioscopique et la voie vaginale. Il est clair que quand les hystérectomies célioscopiques et vaginales sortent à J1, J2, eh ben les hystérectomies laparotomiques, faut-il en faire autant? La réponse est non, mais les hystérectomies laparotomiques ne sortent plus à J7, J8, ça c'est évident. J4, J5. Alors, Patrick, tu as parlé du problème de l'hospitalisation conventionnelle en CHU qui a du mal à passer dans l'ambulatoire. Alors, puisque tu as été président de la commission des structures de la PHP, tu as pu noter comme moi que l'hôpital et le CHU est conçu dans son organisation sur des structures hospitalières dirigées par des chefs de service. Et à partir du moment où un hôpital est conçu sur la structure de soins et pas sur le soin et le circuit patient, c'est très difficile de développer l'ambulatoire, avec la crainte des collègues que des lits libérés leur soient repris, alors qu'aux États-Unis, tout l'hôpital est conçu sur le soin, les intervenants étant payés d'ailleurs avec la carte bleue chaque fois qu'ils interviennent. Mais en France, le CHU est construit sur la structure de soins et c'est un frein considérable au développement de la diminution des durées d'hospitalisation. Je crois qu'il va falloir revoir le système de l'organisation hospitalière pour moins la concevoir sur des structures de soins et la concevoir beaucoup plus sur le soin. Mais ça, c'est un changement d'état d'esprit et moi, je vois bien que nos collègues, aujourd'hui, même dans le grand hôpital dans lequel j'ai l'honneur de faire l'anesthésie et réanimation, ne sont pas du tout prêts à cette évolution. Oui, tu comprends pourquoi je voulais terminer sur cette idée, moi, qui me semble intéressante, même à l'intérieur de l'hôpital, qui est de la structure dédiée. C'est, à mon avis, de cette manière-là, il y en a d'autres, qu'on arrivera à forcer les barrages. Mais la structure, je donne la parole à M. Gilles, mais la structure dédiée, parce qu'à la Pitié, comme tu le sais, avec Serge Usan, on réfléchit sur un centre ambulatoire de chirurgie et de cancérologie. La structure dédiée ne pourra être financée par le groupe hospitalier que si on arrive à récupérer dans l'hôpital des lits d'hospitalisation conventionnelle pour d'autres activités ou pour des augmentations d'activités. Si c'est je garde tous mes lits et en même temps je vais aller dans une structure dédiée, on n'aura pas les moyens de bâtir la structure dédiée. Ça, c'était l'avant-dernière planche. Persuader que la puissance persuader les chefs de service que la puissance de leur service n'est pas corrélée au nombre de lits traditionnels. Oui, mais la mentalité et la structuration de l'hôpital au départ est comme ça. Monsieur Chiche, vous avez demandé. Il y a une dimension qui n'a pas été exprimée, mais qui est relativement prégnante. Et c'est finalement la remarque de monsieur Madlena dans ses difficultés à développer cette chirurgie ou ce mode de prise en charge dans une clinique parisienne que je crois connaître. C'est celui du modèle économique de tout ça. Parce que finalement, au-delà du coût de l'innovation, que vous avez relevé comme étant aussi un des moyens d'atteindre ces objectifs, il y a celui de comment est financé ce séjour aujourd'hui. Alors si
Le financement aujourd'hui, dans sa part principale, est indépendant de la durée du séjour, puisqu'on sait que globalement, on a des tarifs uniques pour une grande partie des actes, et on a une forfaitisation qui est indépendante de la durée de séjour. Il en demeure pas moins, et c'est votre réaction qui m'a fait y penser et le rappeler, qu'une partie des revenus que l'établissement, qui finance l'établissement aujourd'hui, est dans des parts non négligeables, ce sont les revenus des suppléments hôteliers notamment. Et qui dit réduction des durées de séjour, et je reviens sur ce que disait M. Fauchon, ça libère de la place pour faire d'autres malades. Qui dit réduction des durées de séjour, dit à un moment donné, fondamentalement, risque de perte de financement. Bref, de chiffre d'affaires, de revenus, appelez ça comme vous voulez. Et donc, il y a une partie de la solution qui se trouve dans l'efficience qui est mise en œuvre par l'organisation et dans les marges de manœuvre qu'elle permet de dégager, mais ça ne fera pas tout du chemin. Donc on est condamné aussi, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre devoir de le faire, on est aussi condamné à développer les volumes pour permettre de financer ces améliorations. Et, Monsieur Chiche, je ne suis pas sûr que dans un avenir proche, le financement, en tout cas ce qui est payé à l'établissement, va rester indépendant de la durée d'hospitalisation. Moi, on voit de plus en plus actuellement de mécanismes régulateurs et de bornes qui sont mises pour que la durée d'hospitalisation participe au financement. Aujourd'hui, globalement, si, je ne suis pas sûr que ça soit le débat de la journée, mais en grande majorité, oui. Les bornes basses n'existent plus, on a un tarif unique. Il faudrait vraiment aller sur des durées de séjour très longues pour qu'on retrouve un financement lié au séjour, enfin à la durée de séjour. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Par contre, la recette hôtelière, pour faire simple, et j'en terminerai, elle est intimement liée à la durée de séjour. Oui, j'ai bien.